nationale. Donc, je vais passer la main maintenant à M. Omar Yacoubi de la FNCL qui va nous exposer donc, le rôle de la FNCL dans la création d'un mécanisme national de stockage stratégique du Sahel. On vous la parole. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci à toute l'audience, Monsieur le Président et le Directeur Général. Donc, ce matin, je vais vous parler de la constitution d'un stock stratégique. Comme l'a souligné Monsieur Jogi, il y a nécessité aujourd'hui au Maroc d'avoir un stock stratégique pour pallier les différents risques. Donc, la présentation se déroule en deux points. Premièrement, les risques auxquels nous sommes exposés, pour bien prendre conscience des risques qui nous entourent, et ensuite les modalités d'un stock stratégique et comment la FNCL, qui a eu l'occasion de réfléchir avec un cabinet à ce stock stratégique, propose d'établir ce stock-là. Voilà, donc la nécessité d'un stock stratégique. Donc depuis 2007-2008, le marché du blé a connu plusieurs chocs majeurs qui se sont traduits par des fortes hausses du cours du blé. Donc il y a eu en 2008, c'est la première grande crise alimentaire qui s'est traduite par une hausse extrêmement importante des cours du blé et des céréales en général et qui a pu créer des dysfonctionnements. Donc ensuite en 2010, on a eu en Russie une sécheresse très importante qui a conduit à un ban des exportations russes, qui là aussi a poussé les cours des céréales à des niveaux jamais atteints. Ensuite, en 2012, il y a eu la météo américaine qui est venue perturber les cours. En 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie. En 2018, il y a eu une très très forte sécheresse. Et en 2020, il y a eu un événement d'une nouvelle nature qui est le Covid, qui a perturbé toutes les circulations et toute la logistique mondiale et qui a pu avoir des conséquences. Heureusement qu'on a pu dépasser ces problèmes-là, mais le niveau de stock au Maroc était à des niveaux très très bas pendant la période de mars 2020. Et heureusement, à ce moment-là, on achetait du blé relativement proche, donc on a pu s'approvisionner correctement. Donc, et en 2022, le dernier gros événement, c'est la guerre en Ukraine qui a fortement perturbé les approvisionnements à partir de la mer Noire, qui constitue quand même un apport important pour le Maroc, que ce soit le blé russe ou le blé ukrainien. Donc toutes ces crises, elles ont plusieurs impacts. Elles ont des impacts sur l'offre, elles ont des impacts sur la logistique et des impacts sur le prix. Donc parfois on peut avoir des prix qui sont extrêmement élevés, mais du blé qui est quand même disponible. Mais parfois c'est la disponibilité même, c'est-à-dire que les bateaux n'arrivent pas à accéder au port de chargement, comme pendant le Covid, où il y a eu des perturbations. Les camions dans les pays exportateurs n'arrivaient pas à accéder au port parce qu'il y avait des procédures. Et donc là, on n'arrivait pas, même si le blé est disponible, on n'arrivait pas à l'avoir au Maroc. Parfois, il y a l'impact sur le prix, donc là, les prix peuvent doubler ou tripler. Et parfois, il y a des impacts sur l'offre, c'est-à-dire que les conditions météorologiques font qu'il y a une rareté de l'offre dans les pays exportateurs. Donc, en 2025, bon, là, on le vit tous avec le nouveau locataire de la Maison Blanche. Donc là, il y a des perturbations qui arrivent quotidiennement sur les droits de douane et surtout une volatilité, une imprévisibilité sur ces marchés-là. Et au mois de février 2025, on a connu des conditions météorologiques très défavorables qui ont conduit à la fermeture des deux ports les plus importants au Maroc pendant une douzaine de jours au mois de février, c'est-à-dire Jorf et Casablanca. Et ça a conduit à des tensions sur l'approvisionnement du blé tendre, du blé dur et du maïs, et ça a conduit à des mesures, heureusement qu'on a pu prendre des mesures très rapides pour pouvoir approvisionner et pallier ces problèmes-là, mais il y a quand même des tensions à ce niveau-là, encore tout récemment. Donc voilà, donc là, avec toutes ces crises, tous ces phénomènes, toutes ces perturbations, il nous est apparu et il apparaît, je crois, à tous les dirigeants du Maroc qu'il est nécessaire de constituer des stocks stratégiques pour ne plus être vulnérable à l'approvisionnement d'une matière aussi importante. Donc,
nous avons réfléchi à un processus que nous allons vous proposer tout de suite. Donc le stock stratégique pour nous, c'est un stock qui doit être disponible sur le sol national. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est clair pour tout le monde qu'on ne peut plus considérer que le blé qui est disponible dans les pays exportateurs est disponible pour nous, pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment. Donc, pour nous, le stock stratégique doit d'abord être approvisionné en récolte nationale. Ça doit être un débouché très important pour la récolte nationale et ça doit être un outil à la main des autorités pour pouvoir trouver un débouché à la récolte nationale et valoriser la récolte nationale. Le stock stratégique doit préserver la libéralisation des importations. Le Maroc a fait le choix de la libéralisation et de confier à des opérateurs privés l'importation. En contrepartie, on se targue d'acheter les blés au cours les moins chers et d'avoir un système qui permet d'avoir des blés à des prix extrêmement compétitifs par rapport aux autres pays de la région. Donc ça, c'est très important et il faut le préserver. Il faut préserver la libre concurrence, constituer un stock stratégique. Donc il y a des moments où le blé va rentrer dans le stock, il y a des moments où il va sortir. À ces moments-là, c'est important que ça ne vienne pas perturber les transactions qui opèrent sur le marché local. Et il faut préserver aussi la qualité des blés importés. Ça aussi, c'est un acquis qui est très important pour toute la filière. On a connu une montée en qualité sur les farines. Nos clients à nous, les minoteries, sont devenus extrêmement exigeants pour préserver la qualité des farines qu'ils peuvent proposer eux-mêmes à leurs clients. Et donc, c'est très très important de préserver tout ça. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte pour pouvoir construire un stock stratégique qui respecte tous les acquis qu'on a pu construire pendant toute cette période-là. Parce que, comme l'a dit ici Joji, la filière, elle est bien structurée, elle est bien gérée et elle doit parvenir tous ensemble à surmonter ce problème ponctuel et à construire quelque chose de durable dans la continuité de ce qui a été fait jusque-là. Et dernier point, c'est qu'il faut renforcer et améliorer les capacités de stockage. On a des capacités de stockage, mais elles sont insuffisantes. Bon, il faut construire davantage de silos et des équipements mieux équipés. Donc, le processus recommandé, c'est que les achats restent à la main de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui va ordonner l'achat à travers des appels d'offres. Et on va faire des appels d'offres sur la base d'un prix cible, c'est-à-dire que les opérateurs vont pouvoir offrir un prix qui va être plus ou moins d'un prix cible qui est, par exemple aujourd'hui, en blé tendre, le prix cible est à 270 dirhams. Donc les opérateurs, ils vont offrir un blé qui va être 270 plus ou moins. Et l'État, donc l'ONICL par exemple, qui organise déjà des appels d'offres et qui sait très bien faire les appels d'offres, que ce soit sur le blé ou sur d'autres choses, va soit recevoir de la part de l'opérateur ce qui est en moins, et sinon elle va payer à l'opérateur ce qui est en plus par rapport au prix cible. Alors ce qui est important, ce qui permet de déterminer le prix cible est relativement important dans notre processus, on va voir pourquoi un peu plus tard. Donc le financement peut être assumé, et il doit être assumé par les opérateurs, c'est-à-dire que la marchandise, elle appartient à l'opérateur, mais elle est mouvementée par l'État avec des bons de l'État. Donc elle est bloquée pour le compte de l'État, mais la propriété reste la propriété de l'opérateur, ce qui permet à l'opérateur de pouvoir se financer à travers des instruments adaptés. Dans notre vision, il faut que l'État, les opérateurs et les banques puissent construire des instruments pour se financer relativement facilement parce que justement le stock est bloqué et chez l'opérateur tant que l'État ne décide pas de le débloquer. Voilà. Donc le stockage est assuré par les opérateurs et donc contre une indemnisation, donc une prime de stockage. Aujourd'hui, il y a une prime de stockage, mais les opérateurs s'accordent à dire que la prime de stockage, elle doit évoluer et elle doit rejoindre la réalité des coûts que nous subissons. Et puis ça doit être aussi un encouragement pour que les opérateurs puissent construire davantage de silos de stockage et mettre aux normes tous ces silos de stockage. Alors le risque de prix, parce qu'une fois qu'on rentre dans le stock stratégique et qu'on bloque le blé pour une période donnée, il y a un risque de prix à la sortie. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que la sortie se fasse aussi par appel d'offres, c'est-à-dire que l'État organise des appels d'offres au profit
des moulins, par exemple, pour le blé tendre, qui vont venir proposer des prix d'achat pour sortir le blé de chez le stockage. Et pareil, c'est l'ONICL qui, sur la base d'un principe, qui touche ou reverse au moulin la différence. Donc pour l'opérateur, lui, il est rentré sur la base d'un appel d'offres, mais il est rentré sur la base d'un principe et il va sortir sur la base du principe. Donc pour lui, il n'y a pas de risque de prix et il peut se financer. Donc le risque de qualité, ça aussi c'est extrêmement important. Les opérateurs savent gérer le risque de qualité. On ne peut pas stocker du blé pendant une longue période sans faire des traitements, sans faire du refroidissement. Donc il faut que la qualité soit gérée. Et ensuite, en collaboration avec le MIC, on peut établir un cahier des charges qui corresponde aux besoins des minotiers. Donc, je parlais tout à l'heure de la récolte nationale. Pour nous, il faut que l'État, en fonction de la quantité de la récolte nationale, en prévision de la quantité de la récolte nationale, puisse faire la place, c'est-à-dire qu'avant la récolte nationale, on puisse vider les magasins, les silos de ce stock stratégique pour faire la place, et ensuite, comme on le fait déjà maintenant, faire des appels d'offres qui privilégient, qui exclusivement dédiés au blé national jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ou beaucoup moins de blé national. Donc ça permet aux agriculteurs et aux collecteurs de valoriser le blé local. Voilà. Donc sur la quantité de blé à garder, l'idée c'est d'avoir une autonomie de 4 à 6 mois, mais ça encore, c'est en fonction des besoins de l'État, mais on pense qu'entre 4 à 6 mois, on arrive à dépasser toutes les crises. Une crise, ça dure en général pas plus de 3 mois, 4 mois, donc 4 à 6 mois, ça permet de voir venir. Voilà. Et donc, d'après nos calculs et nos estimations, puisque on rentre au prix de marché et on sort au prix de marché, et étant donné la fluctuation, nous ce qu'on voit c'est qu'il faut qu'il y ait des appels d'offres qui soient très récurrents, peut-être chaque semaine, il faut qu'il y ait des appels d'offres pour que les appels d'offres ne perturbent pas le marché, pour que ce soit complètement lissé sur le marché. Il faut sortir le blé parce que le blé ne peut pas rester stocké éternellement, donc il faut sortir l'ancien blé, il faut faire entrer du nouveau blé. Et donc pour nous, le seul coût qui ressort pour l'État, ça va être le coût de stockage. Tous les autres, bon, il va se lisser. Évidemment, le risque est pris par l'État, mais sur la longue durée, puisqu'on reste dans le marché, donc parfois l'État va gagner. Quand les prix des blés vont s'envoler, évidemment, l'État devrait gagner de l'argent parce qu'il va sortir son blé à un coût plus cher, mais ensuite il va pouvoir rentrer à un coût moins cher. Donc pour nous, le coût du stockage, c'est le seul coût qui devrait être supporté par l'État. Voilà. Merci beaucoup.